Alors, l'enregistrement commence de notre troisième séance du séminaire Ors et Marges. Nous sommes le mardi 29 octobre 2024. Alors, nous rappelons d'abord les décisions du Conseil. Un point a été fait sur le comité de lecture et le comité de maquettage. L'équipe de lecture a pour seule tâche, entre guillemets, c'est déjà beaucoup, de rassembler, de toiletter le contenu, en particulier orthographique. Il n'est pas obligé d'en faire un comité de réécriture dans le style, etc. Même si les échos aux autrices peut être toujours bienvenus. Et il est demandé de rendre les textes au comité de lecture au plus tard le 31 décembre, qu'il s'agisse des textes libres ou des travaux type fiches de lecture, billets autour, enfin voilà, de certains documents qui seraient mis dans la bibliothèque. Voilà. Concernant l'équipe de maquettage, celle-ci s'occupera uniquement de mettre en forme, de mettre en recueil les documents PDF et ce comité de maquettage est constitué désormais de Sarah, d'Annabelle et d'Audrey. Audrey qui ne fait donc plus partie du comité de relecture. Voilà. Bien, écoutez, maintenant nous allons passer alors à la partie de travail, on va dire proprement, voilà, d'échange intellectuel et de savoir ensemble, voilà, produit ensemble. Et ce soir, alors, nous invitons alors, initialement Christian Verrier, alors, bon, que je vais rapidement présenter pour une certaine dimension de son œuvre, mais également, je suis très très heureux que nous ayons également comme invité présent Francis Le Sourd. Tout à l'heure, Martine Maurice devrait nous rejoindre. Et donc, je suis très heureux que tous les deux soient là, à qui nous devons l'organisation depuis bien des années voilà, de l'existence et du déroulement le plus fertile et le plus ouvert possible du Master 1 et du Master 2, donc ETLV. Alors, euh, Christian, je vais te laisser te présenter si voilà, si tu es d'accord, mais je dirais que nous nous sommes rencontrés à l'époque où il y avait un projet d'essayer de lancer ce qu'on aurait Ah, appelé une attends. université coopérative internationale. Voilà, un projet alors bon qui n'a pas abouti tel quel, mais je t'avais découvert à ce moment-là parce que l'initiatrice de cette entreprise t'avais demandé de venir et c'est là que avec alors un autre collègue qui était là et vous aviez parlé justement de votre travail initial autour de ce qui est devenu ensuite l'enseignement à distance. Et je m'étais toujours souvenu d'une remarque que tu avais faite. Tu avais dit c'est un travail qui m'a permis de retrouver un espace de coopérative, un espace coopératif. Voilà. Et c'est vrai que nous n'étions pas encore dans l'époque du Covid, etc., mais il y a toute une dimension euh, qui nécessite d'être critiquée au sens complexe du terme, hein, dans cette sorte de généralisation de l'enseignement à distance, etc. Mais toujours, j'avais gardé cette façon que tu avais eue d'évoquer cet espace comme un espace où il était possible de créer du commun. Et voilà, cette phrase restait toujours comme quelque chose qui me faisait me dire, mais ça serait bien qu'on demande à Christian de nous expliquer ce qui a fait ça. Voilà, ce que ça voulait dire. Et alors, c'était d'autant plus important pour moi de te le demander que j'ai eu, voilà, j'ai eu la possibilité de lire ton livre sur la marche. Voilà, hein. Et donc, dont tu vas peut-être nous parler aussi, enfin, dont tu vas nous parler aussi. Et c'est un livre qui, autant ben, l'IED, c'est plutôt du côté donc, de la présence sur fond d'absence, on va dire, autant ta réflexion sur la question de la marche, euh, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'enracinement.
ou pas de l'enracinement, mais en tout cas du contact avec la terre, avec le sensible, avec l'air, avec les éléments. Hein. Donc plutôt une surprésence, euh, une présence intégrée dans un environnement qui chemine, un cheminement, voilà, quelque chose de l'ordre, là aussi, presque de l'infra-écriture, en un sens. Écriture au sens scripturaire et au fait que, eh bien, à l'IED, la forme fondamentale de l'échange, c'est l'écrit. Voilà, hein, c'est cette possibilité d'inscrire des mots et puis de savoir qu'ils seront lus peut-être à un autre moment. Ils seront comme des cailloux le long d'un chemin et d'autres viendront rencontrer ces cailloux lorsque ben, nous serons partis ailleurs. Voilà. Alors, tu as accepté de venir, ça j'en suis très heureux. Et je suis surtout très heureux aussi que ça puisse se faire avec la présence de Francis et de Martine. Mais Francis en particulier, tu es quelqu'un qui porte dans l'équipe Experis, alors premièrement, une présence alors dans le décalé, puisque tu es dans l'IED à distance, tu es un oiseau nocturne, tu es un noctambule, et tu es quelqu'un pour qui effectivement également le même paradoxe, je ne parle pas de contradiction, mais le même paradoxe est là, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui t'intéresse à la pensée sans les mots, tu es quelqu'un qui questionne ces moments de bascule de l'existence, et qu'ils soient infimes ou grands ou profonds. Et en partie, tu es quelqu'un qui donne une place très très grande dans ta pensée et ta recherche au corps, au sensible, et aux langages qui peuvent naître, alors moi je dis langage avec mes mots, qui peuvent naître de cela. En particulier, la question de la musique, dernièrement, est un des points qui attire ta réflexion. Voilà. Donc, tous deux, vous êtes des acteurs historiques de la naissance et du développement de l'IED, et il me semblait important que ce soir, voilà, nous laissions la parole à chacun d'entre vous, mais aussi à voir comment elle peut se faire contre-champ, et puis aussi eh bien se mêler à la polyphonie, et qui c'est même peut-être la cacophonie, je dirais, de nous toutes, qui sommes les praticiennes d'un espace que vous avez œuvré à rendre habitable. Voilà. Alors, je propose peut-être que rapidement, Christian et Francis, vous vous présentiez. Et puis, Francis, si tu es d'accord, nous laisserons la parole à Christian pour pouvoir nous déployer dans l'ordre qu'il désire son cheminement. Ça vous va? Très bien. Mais écoute, Christian, veux-tu commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, ben bonsoir, bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez bien là, parce que je suis jamais très sûr de mon micro. Ça va? Très bien. Oui, ben donc bonsoir à nouveau et puis merci de l'invitation. Tout ça, c'est un peu impressionnant hein, parce que moi, il y a longtemps que j'interviens plus à l'université. Je ne suis plus amené à prendre la parole en public. Avec pas mal de monde. Donc là, quand même, on est 24, hein, c'est ça. Donc, excusez-moi si j'ai perdu les automatismes qui ont peut-être pu être les miens, hein, du point de vue universitaire. Alors bon, ben voilà, aujourd'hui, je suis retraité de l'université depuis longtemps maintenant. Mais j'essaie toujours de bricoler un peu quand je peux des petites choses que j'ose pas appeler intellectuelles, mais disons que je me mêle un petit peu d'écriture ici et là, à la demande. Récemment, on m'a demandé un article sur l'autodidaxie, qui avait été le sujet de ma thèse il y a très très longtemps. On m'a demandé un autre article, je ne sais plus dans quelle revue d'ailleurs, sur les universités populaires, qui nous ramène un peu à ce que tu as dit sur Pierre, sur une université populaire internationale tout à l'heure, très rapidement. Voilà, et puis ma foi, ben, je mène ma vie de retraité paisiblement, en regardant les jours et les années passées, euh, avec une certaine inquiétude maintenant. Arrivé sur 70 ans, il y en a plus derrière que devant, c'est évident. Donc des questions existentielles
se pose. Mais je vais pas aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, pour l'aspect coopératif que tu as évoqué à nouveau, Pierre, non pas en contradiction, mais en balance, avec un certain plaisir pris à la solitude, mais une solitude peuplée. Ouais, c'est vrai que je balance un petit peu entre les deux depuis pas mal de temps. Voilà, j'arrête là, j'arrête là. Merci Christian. Francis? Voilà. Bon, pareil, vous m'entendez bien aussi. Ok. Bah écoute, je sais pas trop comment me présenter parce que ça prend soit 30 secondes, soit 1 heure. C'était plutôt. Je n'ai surtout écouté Christian et puis les interactions. Mais bon, bah effectivement, par rapport à ce côté double, d'un côté l'IED, la technique, le à distance, et puis de l'autre côté le racinement corporel, bon, bah la présentation que tu as fait, Pierre, dit bien les choses, hein. Moi, j'ai jamais senti une opposition entre les deux parce que, bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, hein, mais pour moi, les outils, c'est du corps, hein. Voilà, les outils techniques, c'est du corps, c'est des prolongements corporels, c'est du corps externalisé. Donc voilà, et puis voilà, en termes un petit clin d'œil historique, je renverrai dans le premier livre que Christian avait coordonné avec Sun Kim il y a pas mal de temps. On avait encore que la licence, il n'y avait pas encore le master. Il y avait un article de Nicolas Vasseur sur la proximité de la distance. C'était très intéressant parce que justement, posait la question comment est-ce que, par rapport aux témoignages d'étudiants, on peut se sentir proche alors qu'on ne se rencontre pas de visu. Voilà, donc enfin, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de tiraillement entre ces deux aspects, l'intérêt pour le corps, l'incarnation. Bon, j'ai fait toute une recherche sur les pratiques dites psychocorporelles où bon, bah, il y a bah, on se touche, on est là, quoi, et puis bon, bah, il y a l'IED de l'autre côté, quoi. C'est... mais il y a un pont entre les deux, pour moi, dans ma façon de penser puis de ressentir ces choses-là, quoi. Bon, voilà, je pense que c'est suffisant comme mini présentation de débarrage. Merci beaucoup, Francis. Ben, écoute, j'allais dire, ta position de côté, j'allais dire, te ressemble bien, enfin, dans ta façon de mettre des gens en valeur. Voilà. Disons que peut-être je tenais à préciser tout cela pour dire de quelle oreille tu vas écouter ce que Christian va dire pour pouvoir peut-être justement en faire écho avec, je dirais, des résonances. Hein, voilà. Une hétérogénéité dans vos approches, ça c'est impossible de confondre le style de l'un et le style de l'autre, mais avec malgré tout des sortes d'invariants anthropologiques ou de plans anthropologiques qui, malgré tout, sont du même ordre. Il y a du corps, il y a du langage, il y a de la présence sur fond d'absence. Comment est-ce que tout cela arrive à tenir plutôt qu'à séparer, plutôt qu'à éloigner? Voilà. Comment est-ce que cette proximité et en même temps cette distance qui est de l'ordre voilà, de l'écart et pas de la différence figée. Peut-être que, Francis, on peut dire que pour tout le monde, que si jamais vous voulez aller écouter Francis, alors parler, prendre bien le temps de présenter son travail, etc., il y a un enregistrement d'un entretien que Francis m'avait accordé il y a quelques années maintenant, qui se trouve sur mon site. Voilà, je vais vous mettre le lien si vous le souhaitez, si vous voulez aller écouter Francis. Voilà. Avant que Christian, tu ne reprennes, j'aimerais effectivement que nous rendions hommage, au moins si vous pouvez poser les noms tous les deux, des gens qui ce soir ne sont pas là, mais qui ont participé de cette aventure. Voilà, parce que je ne voudrais pas qu'on croie que voilà, je mets juste les deux têtes de gondole parce que c'est mes copains et que les autres, c'est simplement que je ne les connais pas. Voilà, donc si on peut leur rendre hommage déjà. Et puis ensuite, Francis, tu viens d'évoquer ce livre. S'il était possible euh, que tu nous mettes les coordonnées dans le chat pour qu'au moins on puisse aller le regarder. Et si jamais il était livre A,
super. Parce que si jamais en plus s'il était partageable et éventuellement disponible par extrait sur le site de notre séminaire, ça serait génial. Voilà. Mais je ne sais pas du tout si en termes de droit c'est possible et je ne veux absolument pas faire de bourde à ce niveau-là. Vas-y, Christian. Ou... Ouais. Alors, on va peut-être commencer par. Je dispose de combien de temps et chacun peut intervenir, j'imagine. Absolument. Alors, les gens interviennent en mettant la main jaune ou en posant des questions Oui, sur oui. le chat. Tu ne t'inquiètes pas des questions, c'est pas la peine. On les reprendra ensuite. Voilà. Écoute, vas-y par OK. petites foulées. Tu fais des petites étapes. Quand tu veux faire une pause, on fait une pause et puis on redistribue la parole et puis on repart. Voilà. Ça te va? D'accord. Oui, oui, très bien, très bien. Alors, si je commence par un peu par la fin de ton propos, là, Pierre, j'avais pensé effectivement vous communiquer le livre entier, celui-ci hein, que j'ai montré tout à l'heure et auquel a fait allusion Francis aussi, Le plaisir d'apprendre en ligne à l'université, implication et pédagogie. Alors, c'est paru chez De Bock en 2009, mais en fait, on y a travaillé avant. On y travaillait depuis au moins 2 ans, je pense, 2, 3 ans. Et je pensais vous le communiquer en entier directement, sauf que je n'ai plus les fichiers. C'est absolument tragique. J'ai plus les fichiers, ni en PDF, ni en Word. J'ai cherché partout, je ne les ai plus. Voilà. Je pourrais à la rigueur en photocopier quelques chapitres et vous les envoyer photocopier, ce serait déjà pas mal. Voilà. Alors peut-être pas l'entièreté du livre, mais disons au moins le chapitre de Francis, celui de Nicolas Fasseur, que Francis a évoqué, et puis deux, trois autres choses comme ça qui vous éclaireraient un peu sur la façon dont s'est monté ce dispositif en ligne à partir de l'année 2000. Euh, alors, je vais vous dire un peu comment ça s'est monté, cette affaire-là. Et Francis sera là pour me démentir si mes souvenirs me trahissent, hein, parce que c'est quand même une histoire qui remonte à un quart de siècle maintenant, hein, à l'an 2000 exactement. Et c'est vrai que ce soir, comme tu l'as dit Pierre tout au début, ben, on est un peu dans les descendants de ce moment-là, quoi. Et ce moment-là, ce fut un jour de 2000 où, dans la salle Experis, alors que les personnes en ligne, évidemment, à l'IOD ne connaissent probablement pas, mais qui est une salle, voilà, dans un troisième étage de l'université matérielle de Paris 8, et un collègue à moi qui avait été mon directeur de recherche, qui s'appelait René Barbier, qui est décédé en 2017, je crois, est arrivé un jour, alors que moi j'étais devenu depuis responsable de la licence en présentiel et aussi maître de conférence, euh, m'a dit écoute, est-ce que ça te dirait qu'on monte ensemble un cours en ligne sur Internet? Alors il faut préciser que René Barbier travaillait beaucoup autour de l'Extrême-Orient, il travaillait beaucoup autour d'un philosophe indien qui s'appelle Krishnamurti, etc. Il était poète aussi, plus qu'à 16 heures. À 16 heures, avec le possessif, hein, c'est pas à 16 heures. Voilà. Euh, je précise ça parce que dans le montage de cette licence, je ne sais pas comment c'était vu de l'extérieur, mais en tout cas, on a eu un certain sens de l'humour à peu près tout le temps. Et je pense que ce qui a permis, entre autres, à la coopération évoquée tout à l'heure d'être d'autant plus efficace. Voilà. Ce qui n'empêchait pas d'être sérieux par ailleurs, bien entendu. Et donc, il était très, très branché Internet et très, très branché informatique, contrairement à ce que l'aspect poétique aurait pu évacuer, quoi. Et donc, il me propose, voilà, est-ce que ça te dirait de monter 2 cours en ligne? Il dit, écoute, moi, à part envoyer un mail, ouvrir un fichier, je ne sais pas faire grand-chose d'autre en informatique. C'était pas tout à fait vrai, mais c'était pas loin, quoi. Et finalement, on décide quand même, à titre expérimental, eh bien, de transformer 2 de nos cours en présentiel, qu'on faisait de très longue date,
en présentiel, de les transformer en cours en ligne. Et donc, on se met à réfléchir à la façon dont on peut monter un enseignement à distance en ligne euh, à partir de ce que l'on sait faire en présentiel. Et l'idée, c'était que les atmosphères qu'il y avait dans nos cours en présentiel réussissent à transparaître dans ce que l'on allait faire en ligne. Alors, je précise tout de suite qu'en l'an 2000, c'est pas du tout comme aujourd'hui notre relation à Internet en général. Les réseaux sociaux, ça n'existe quasiment pas. À l'époque, on n'a pas encore le haut débit, c'est vous dire, où le haut débit arrive très très lentement. Et la fibre, alors n'en parlons pas, elle n'est pas du tout là. Faire de la visio comme on fait ce soir, c'est quasiment inenvisageable techniquement à l'époque. Bon, donc un certain nombre de problèmes se posent pour nous pour essayer de mettre le maximum d'activité dans ces cours-là, comme on en a en présentiel, le maximum d'interrelations et d'interactions, et on essaie de réfléchir à comment faire, alors qu'on est totalement expérimenté. Et pour commencer, on est aidé par Sunmi Kim, qui a été mentionné tout à l'heure, par Francis, qui est une étudiante qui vient faire son doctorat en sciences de l'éducation à Paris 8, mais qui arrive d'un DESS de la Sorbonne, un DESS qui s'appelle, alors je l'ai noté parce que je ne m'en souvenais pas, Sciences et technologies des médiations de la culture. Elle sort donc de ce DESS et elle nous propose de travailler à ces deux premiers cours en compagnie de quelques étudiants qu'elle a connus là-bas, euh, qui, qui forment de micro-agences un peu au cours de leur formation. Micro-agences qui justement euh, sont là pour travailler à la mise en ligne de cours. Donc ça tombe très bien pour nous. Hein, comme on ne sait pas le faire et qu'ils semblent savoir le faire, c'est très bien. Donc on travaille à peu près 6 mois avec eux, d'arrache-pied, quoi, je sais pas, de janvier à juin 2000 peut-être à peu près, pour créer une charte graphique complète pour ces futurs cours. Alors, par charte graphique, c'est-à-dire comment on met en scène, finalement, à l'écran, eh bien, ce que l'on dit d'habitude en salle. Alors, on réfléchit tous azimuts et on en arrive à certaines conclusions qu'il faut que l'environnement du cours soit le plus agréable possible quand on allume son écran, c'est-à-dire qu'il faut une esthétique assez forte autour du texte lui-même, autour du fond. Il faut que la forme, ne serait-ce que visuelle, soit très très prégnante. Il faut qu'il y ait un équilibre dans le déroulement des pages du cours. Alors au débat, on voit ça trop gros. On fait chacun un cours qui fait 130 et 150 pages, ce qui est considérable. Mais on apprend par exemple qu'au bout de 3 défilés d'écran, il nous faut une interruption. Il nous faut soit une image, il nous faut soit un son, il nous faut soit un lien hypertexte, Internet. Ce nombre de petites choses qui finalement tranchent avec à la fois le présentiel, mais aussi ce que l'on peut ressentir en lisant un livre, par exemple. Hein. Comme à l'époque, bon, tout est écrit dans nos cours, tout est écrit, on n'a pas d'aspect à nouveau de vidéo interactive, hein, comme ce soir, on n'a pas ça. Donc on apprend absolument à faire ces choses-là et on se lance eh bien, à la rentrée de septembre avec ces deux premiers cours expérimentaux en ligne parmi les 120 autres cours de la licence en présentiel de l'époque. C'est-à-dire que c'était très peu de choses. Hein. 2 cours sur 120. Et pour l'instant, on n'est que trois. On n'est que trois, c'est-à-dire il y a René Barbier, bien sûr, il y a moi-même et il y a Sonmi qui est là avec son équipe de DESS, qui peu à peu va s'effacer pour donner des conseils techniques. Et bientôt va nous rejoindre un nouveau comparse qui s'appelle Florent Massiot, qui est doctorant. Il fait un doctorat sur l'informatique. C'est un autodidacte pur sucre, je dirais, si tant est qu'il en existe, en informatique. Il a tout appris par lui-même, il n'a pas de diplôme, mais il s'est jonglé avec ça comme personne. Et très vite, il vient nous soutenir à la fois sur le plan pédagogique et sur le plan technique.
Les deux premiers cours, c'est un cours de René Barbier sur le sens de l'éducation, qu'il donnait en présentiel, donc transposé en ligne. Et le deuxième, c'est le mien, un cours sur l'histoire de l'éducation. Voilà, on fait ça la première année, donc en utilisant les moyens du bord pour la technique. On n'a pas de serveur officiel, on n'a personne on n'a pas de webmaster, on n'a pas ces choses-là comme on a aujourd'hui à l'IED, on n'a rien du tout. On se débrouille nous-mêmes et on a peut-être une trentaine d'étudiants qui viennent s'inscrire à nos cours. Et généralement, ils s'inscrivent aux deux cours, ce qui nous permet de voir un petit peu les dissonances qu'il peut y avoir entre les deux cours. Et on institue dès le départ des regroupements. Alors, durant le semestre, on fait deux regroupements, un regroupement en début d'année et un regroupement en sortie d'année. Ce qu'on va corriger dès la deuxième année en instituant un troisième regroupement en milieu d'année. C'est-à-dire, vous voyez, ça donne grosso modo un regroupement fin septembre, un regroupement février, 2 mois après, et un regroupement vers fin janvier, quelque chose comme ça. Et ça, on trouve que c'est vraiment important que les personnes qui travaillent en ligne se rencontrent, puissent se rencontrer en présence euh, plusieurs fois. Et ces regroupements, ils durent toute la journée, hein. Ça commence le matin, je ne sais plus, dans les 10 heures, ça finit vers 18 heures, quelque chose comme ça, avec une pause très conviviale. Et ça permet aussi de rencontrer, d'organiser les rencontres entre eux, nous-mêmes, bien sûr, et puis les tuteurs, hein, que sont très mauvais mot, hein, tuteur, mais c'est le terme officiel à l'époque, mot épouvantable, mais bon, voilà. On l'a conservé parce qu'il circulait pas mal dans l'enseignement en ligne, qui permet de les rencontrer, et de faire connaissance avec eux, ce qui ensuite fait un peu tomber les barrières lorsqu'il s'agit de discuter sur les forums en ligne. Parce que, outre nos cours écrits, donc, agrémentés de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, pour les rendre le plus vivants possible, eh bien, il y a les forums. On essaie d'ouvrir le plus de forums possible pour que la discussion s'engage et qu'il y ait des interactions très, très rapidement entre les étudiants, nous-mêmes et les tuteurs. Les tuteurs, pour préciser, connaissent bien nos cours, ils nous connaissent bien nous-mêmes, premier point. Et deuxièmement, ils connaissent très bien nos cours. C'est-à-dire que, euh, comme vous voulez vraiment que cette affaire-là tourne 24 heures sur 24, y compris les week-ends, y compris durant les vacances, c'est quelque chose d'assez spécial, eh bien, on s'était engagé auprès de l'étudiant à ce que vraiment ça tourne 24 heures sur 24 et pour une seule personne, c'est pas jouable. Donc, deux tuteurs en plus, c'était vraiment nécessaire. Et on avait cherché à ce qu'ils soient vraiment spécialistes du contenu des cours, mais aussi spécialistes de l'aspect technique. C'est-à-dire qu'ils étaient capables, par exemple, à l'époque, il faut se remplacer encore dans le contexte de l'époque, eh bien, de donner des conseils sur la façon dont on peut réussir sa connexion si elle ne marchait pas par rapport à son ordinateur, etc. Il devait être aussi un peu spécialiste donc de l'aspect technique. Donc tout ça, ça a fonctionné assez bien la première année. Et à la fin de l'année 2002, eh bien, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et on se dit, bon, bah, tiens, on va en faire deux autres, puisque ça a marché. On va en faire deux autres. Sauf que cette fois, eh bien, nous n'avons plus le soutien de l'équipe du DESS de la Sorbonne. Ils sont repartis dans leur foyer. Et il faut qu'on se débrouille nous-mêmes pour créer les deux cours. Et on se dit, on ne va pas reproduire les deux premières formes parce qu'elles sont trop lourdes. Ils étaient très, très gentils et très, très habiles, les étudiants du DESS, seulement ils nous avaient fait faire des chartes graphiques tellement lourdes que pour les modifier, c'était un travail de titan. Et en plus, on ne savait pas le faire. C'est beaucoup plus complexe. Donc, pour la deuxième année, on décide de garder ces deux cours, mais d'en ajouter deux, mais que l'on fabrique nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va fabriquer la charte graphique par nous-mêmes. Alors, René Barbier va faire un cours, si mes souvenirs sont bons, sur le philosophe indien Krishnamurti, qui était un peu l'un de ses penseurs préférés. Et moi, je vais faire un cours sur l'auto-formation. L'auto-formation, bah, c'est un peu la suite de ma thèse, quoi, en quelque sorte, que je vais reprendre là. Et donc, René va faire sa charte graphique tout seul, et moi, je vais la faire avec Florian. Parce que Florian a plein d'idées sur ce qu'on pourrait faire autour de l'auto-formation.
Et donc, on a deux nouveaux cours qui ne ressemblent pas du tout dans leur charte graphique aux deux cours précédents. Mais on a appris certaines choses. C'est-à-dire que des 150 pages de départ de l'année précédente, on s'est aperçu que c'était beaucoup trop lourd, d'après le témoignage des étudiants. Donc, on en revient à 80 pages à peu près. 70, 80 pages, ce qui est déjà pas mal pour, euh, pour un cours en ligne. Et on essaie de les agrémenter de davantage d'iconographie. Et pour les forums, dans mon cours, par exemple, on avait au moins 6, 7 forums. Les premières années, c'était beaucoup trop. On avait un mal fou à gérer ça. Je décide pour mon cours personnel qu'il n'y aura plus qu'un seul forum, mais qu'à l'intérieur de ce unique forum, il y aura différents axes dans lesquels vont pouvoir s'inscrire à peu près, enfin à peu près non, mais la plupart des désirs des étudiants, quoi, de conversation des étudiants en quelque sorte. Et donc là, cette fois, ça marche aussi très bien. On a plus d'étudiants que la première année, et les étudiants sont nos meilleurs démarcheurs en quelque sorte, parce que on n'a pas beaucoup de moyens de publicité, hein, si je peux dire, pour remplir nos cours en ligne. Et de nombreuses personnes dans le département, y compris parmi les étudiants, se demandent mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? L'enseignement en ligne en santé et l'éducation, c'est plus ou moins suspect, c'est pas forcément sérieux cette affaire-là, etc., etc. Mais les étudiants qui sont sortis, les trentaines d'étudiants qui sont sortis de nos premiers cours, eh bien, nous font une telle publicité qu'on se retrouve un peu avec un surplus d'étudiants pour la deuxième année. Heureusement qu'on a deux cours en plus, d'ailleurs. Euh, Ainsi, on parvient à assumer le choc. Mais ça devient un petit peu difficile à quatre. On est encore une armée, vous voyez, très, 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 très restreinte par rapport à ça, parce qu'il faut courir à peu près dans tous les sens. Et on a vraiment du mal parfois à tenir la longueur pour hormis les regroupements, et bien pour tenir notre engagement d'être là quasiment 24 heures sur 24, le dimanche, les jours de fête, y compris durant éventuellement les vacances, hein. Là, ça commence à être difficile, à tel point que, à la fin de cette deuxième année, et là on en arrive à la fin 2000, je ne sais plus bien, 2003-2004, on se dit on ne va pas pouvoir tenir comme ça, soit on arrête, soit on fait autre chose. Et quoi, autre chose? Eh ben, il y a beaucoup d'étudiants qui nous poussent, après avoir eu leur validation, où il faudrait parler de la façon dont on évaluait, effectivement, mais peut-être on sera amené à en reparler, eh bien, nous poussent à essayer d'ouvrir une licence complète en ligne. Jusqu'à maintenant, on travaille avec notre propre serveur, un ordinateur qui est posé dans la salle du laboratoire, qui de temps en temps flanche d'ailleurs, nous pose de nombreux problèmes. Mais cette fois, il va falloir faire une licence, puisque c'est la décision que l'on prend, mais à quatre, c'est tout à fait exclu. D'autre part, comme au niveau du département de l'UFR, ça commence à racler un peu lors des conseils de l'UFR, par exemple, hein, on n'est toujours pas vu d'un très bon œil. Là, je me dis que, et ça c'est moi qui me le dis, bon oh là là, ça va, si on monte une licence complète, dès qu'on va faire l'annonce, ça va être absolument une levée de bouclier. Il faut absolument qu'institutionnellement, on trouve une astuce. Et c'est là qu'arrive en jeu l'IED. L'IED que tu as évoqué, hein, tout à l'heure. Alors à l'époque, pour ceux qui connaissent l'emplacement géographique de l'IED sur le campus, il n'est pas là à l'époque, hein. En 2003, il n'est pas là. Il est dans le centre de Saint-Denis, à côté de la basilique. Et je ne savais même pas avant, moi, qu'il existait un IED. C'était une toute petite structure dans Paris 8, l'IED, qui fonctionnait d'ailleurs essentiellement avec le département de psycho et avec des cours essentiellement papier, style classique, hein. Et seulement depuis quelques mois, ils essaient de passer en ligne, vous voyez, dans ces années-là. Donc, je prends contact avec eux, ils nous reçoivent et je leur présente le désir que l'on a de monter une licence, mais comme on est peu nombreux, il nous faut absolument un soutien logistique. Euh, et je pense que l'IED pourrait nous le proposer. Mais je ne connais absolument pas les gens de l'IED et personne ne les connaît. Et réciproquement, ils ne me connaissent pas du tout. Alors, on fait quand même un projet complet de licence en ligne
Et là, il faut absolument monter 14 cours en ligne. Non plus 4, mais 10 de plus. 10 de plus. Ce qui veut dire que, comme nous, avec René Barbier, on veut absolument garder au moins la moitié de notre service en présentiel. À l'époque, on doit 4 cours. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment recruter. Il faut recruter à la fois des professeurs, des maîtres de conf, mais aussi des chargés de cours, mais aussi des tuteurs. Parce qu'on veut qu'il y ait environ un tuteur pour 20 étudiants. Donc, ben, on se lance dans une prospection au niveau du département et des gens viennent, des collègues viennent nous rejoindre, hein. Alors j'ai noté leurs noms pour ne pas les oublier parce qu'on va passer quasiment de 4 à 19 personnes. D'un seul coup, c'est un bon quantitatif vraiment très, très important. Alors, de mémoire, vont nous rejoindre Gabrielle Weygand, qui à l'époque était une enseignante allemande, vient nous rejoindre Rémi S, vient nous rejoindre Lucette Collin, vient nous rejoindre Jean-Louis Legrand, j'en oublie certainement, et puis on recrute aussi des chargés de cours parce qu'il n'y a pas assez de personnes euh, titulaires, et c'est là que, bah, Francis, là tu peux me démentir hein, si je me trompe, c'est là que tu deviens chargé de cours, je crois, dans la licence en ligne, ainsi que Nicolas Vasseur, ainsi que d'ailleurs nos anciens, Florian Massiot et puis Sonny Kim, que l'on fait passer chargé de cours. C'est compliqué hein, de faire passer quelqu'un chargé de cours parfois, hein, c'est pas toujours gagné d'avance. Et puis on recrute aussi des tuteurs en plus grand nombre, parce que tuteurs et tutrices, parce que euh, pour couvrir les frais de cette licence, tout est payant, il faut que l'on gère un budget. Et ce budget, pour vous donner l'idée, pour 14 cours, ça nous coûte 55 000 et quelques euros à l'époque. Il faut qu'on trouve 55 000 euros pour monter cette affaire-là. Il y a les chiffres exacts dans le bouquin, hein, mais c'est ça. Et moi, de mon côté, je ne veux pas que les étudiants payent plus de ce qu'ils paieraient pour venir suivre leur licence en présentiel. Alors, je fais le calcul de ce qu'ils pourraient payer sur un an de licence en venant en métro et en repartant de la fac pour chacun des cours, et j'arrive à la somme de 450 euros. Et donc, je dis à l'IOD, on vous montre la chose, mais il ne faut pas que chaque étudiant paye plus de 450 euros. Aujourd'hui, je sais qu'on est loin du compte, mais à l'époque, c'était ça. Et, et donc, il nous fallait au minimum 100 étudiants pour couvrir les facs. 100 étudiants à peu près. Euh, et donc, 100 étudiants, ça veut dire des tuteurs et des tutrices en plus, hein. Et donc, on recrute 3 ou 4 tuteurs supplémentaires. Voilà. Et donc, on arrive à monter cette licence maintenant avec du nouveau personnel, avec une espèce de ligne de conduite, un peu de charte que l'on met en place, que chacun doit respecter, hein. Et parmi cette charte que l'on met en place, on a, par exemple, des points, comme je les ai notés, respecter l'interactivité maximale 24 heures sur 24, et en permanence. Donc, deuxièmement, chaque nouveau venu, alors qu'il soit chargé de cours, qu'il soit enseignant,